Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Damien parle de films. Aujourd'hui, Who You Gonna Call, Damien, c'est moi, et les films dont nous allons parler aujourd'hui sont ceux, bien sûr, de la saga Ghostbusters, à savoir 4 films, 2 séries animées plus des BD et des jeux vidéo, dont le dernier en date est sorti la semaine dernière. Revenons sur la genèse du premier SOS Fantôme Ghostbusters sorti en 1984, réalisé par Ivan Reitman et écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Tout commence donc justement avec Dan Aykroyd, acteur qui s'est fait connaître avec le Saturday Night Live et surtout avec un des personnages du duo Blues Brothers, film de John Landis sorti en 1980. Dan Aykroyd veut ici rendre hommage à son grand-père qui était réellement, c'était son métier, spécialiste en paranormal. Il était chargé d'aller voir toutes les magiciens, les voyantes et de valider tout ce qui tenait du paranormal. Il travaillait pour un institut du paranormal aux États-Unis, a sorti plusieurs ouvrages sur le paranormal et donc Dan Aykroyd a grandi avec ses écrits sur le paranormal et a voulu écrire un film sur le paranormal, sur les fantômes, dès qu'il est devenu un peu connu grâce au Saturday Night Live. Alors au début, sa première version de Ghostbusters se passe dans le futur, en 2012, où les fantômes ont plus ou moins globalement envahi la Terre, et il y a donc plusieurs équipes de Ghostbusters, plusieurs brigades de Ghostbusters, et donc ces Ghostbusters doivent voyager dans le temps, faire des allers-retours, pour chasser les fantômes. On est en 1983, c'est donc un premier jet, une première histoire beaucoup trop ambitieuse pour l'époque, qui réclamerait beaucoup trop d'effets spéciaux, qui sont infaisables pour l'époque. Dan Aykroyd va donc voir Ivan Reitman, avec qui il a travaillé à Toronto quelques années auparavant, et Ivan Reitman connaît donc Harold Ramis, qui est un auteur et un acteur avec qui il a travaillé sur ses 3 premiers films, et lui demande de réécrire Ghostbusters avec Dan Aykroyd. Il en écrit donc une version plus contemporaine, et c'est Harold Ramis qui décide de faire de nos 3 héros incarnés par Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis des scientifiques. Ce qui permet, on l'avait vu lors du podcast sur le voyage dans le temps, de mettre un crédit scientifique au film et de rendre ainsi ces apparitions de fantômes crédibles de manière scientifique, puisqu'on a le spécialiste en psychologie, le spécialiste en paranormal, justement c'est Dan Aykroyd, et le spécialiste en physique incarné par Harold Ramis. Alors au début, Dan Aykroyd écrit le film pour John Belushi, son partenaire justement dans les Blues Brothers, mais malheureusement John Belushi décède alors que Dan Aykroyd écrit le scénario d'une overdose à l'âge de 33 ans. Ils doivent donc se tourner fatalement vers d'autres acteurs. Dan Aykroyd pense également à Eddie Murphy, avec qui il a tourné Un fauteuil pour deux, de John Landis également, mais Eddie Murphy en 1983 est au top de sa carrière et préfère déjà naviguer solo. C'est pas un acteur qui s'intègre très bien dans un film collectif, et puis il demande beaucoup trop d'argent pour le film. Harold Ramis a travaillé avec Ivan Reitman, également le réalisateur, avec Bill Murray. Il décide donc d'aller voir les producteurs et de leur présenter le film Ghostbusters comme étant un film qui sera donc réalisé par Ivan Reitman et écrit par Harold Ramis et Dan Aykroyd avec Bill Murray, puisque les précédents films d'Ivan Reitman était déjà avec Harold Ramis et Bill Murray et avait plutôt bien fonctionné auprès de la Columbia en l'occurrence. La Columbia accepte donc de financer le film avec ces noms-là. Ivan Reitman, qui n'y connaît pas grand-chose au film de genre, puisqu'ici on parle quand même de chasse aux fantômes, donne un peu un chiffre au hasard, donne comme ça le budget qui lui semble le plus élevé à l'époque, et donne le budget de 25 millions de dollars. Il explique qu'il a besoin de 25 millions de dollars pour faire le film, mais complètement au hasard parce qu'il n'a aucune notion de la réalisation d'une comédie fantastique. C'est accordé sous la condition que le film soit prêt 1 an plus tard. Donc 1 an pour finir le scénario, 1 an pour tourner le film et 1 an pour finaliser les effets spéciaux qui sont quand même en nombre dans un film de chasse aux fantômes. Donc c'est 1 an de délai assez court, c'est ce qui explique que le film a été complètement fait finalement dans l'urgence, dans la semi-improvisation. Et d'ailleurs, au premier jour du tournage, Dan Aykroyd, Ivan Reitman et Harold Ramis ne savent toujours pas s'ils vont vraiment pouvoir compter sur Bill Murray, qui leur a donné son accord de principe, mais dont ils n'ont toujours pas de nouvelles avant que le tournage commence. Et pour cause, Bill Murray est à l'époque en pleine crise de
confiance, il cherche en fait à se faire une place à Hollywood en tant qu'acteur sérieux, en tant qu'acteur crédible. Il en a un petit peu marre d'être vu, et ça c'est dû à sa participation au Saturday Night Live, comme un acteur comique. Le Saturday Night Live, c'est Les Nuls, l'émission à nous. C'est une émission qui dure maintenant depuis plus de 50 ans, et qui est en fait une émission à sketch qui est diffusée, comme son nom l'indique, tous les samedis soirs à New York, et qui a vu naître plusieurs acteurs, Dan Aykroyd et Bill Murray donc, et puis un petit peu plus tard Adam Sandler, Eddie Murphy justement. Bill Murray, qui cherche donc à être un acteur plus sérieux, tourne juste avant Ghostbusters le film Le Fil du Rasoir, qui est adapté d'un roman et qui raconte l'histoire d'un homme qui recherche un petit peu le sens de sa vie en partant au Tibet. Un film très sérieux donc, que Bill Murray réussit à financer en disant en gros au producteur: je vais faire Ghostbusters si vous me financez ce film sérieux que je cherche à faire, qui est donc Le Fil du Rasoir. Donc avant d'arriver sur Ghostbusters, il est en plein tournage du Fil du Rasoir, et les acteurs, Dan Aykroyd, Harold Ramis et le réalisateur Ivan Reitman, ne savent pas s'ils vont pas se faire complètement planter par Bill Murray, sous le prétexte qu'il ne voudrait plus faire de comédie. Finalement, Bill Murray se pointe, sans trop prévenir, le premier jour du tournage, et pour le faire venir, entre guillemets, ils vont changer le scénario à la dernière minute, c'est-à-dire qu'ils avaient donné le rôle du 4e Ghostbuster à l'acteur Ernie Hudson, et pour un petit peu motiver Bill Murray à arriver sur le tournage absolument, ils ont en fait pris tous les dialogues d'Ernie Hudson qu'ils ont donné donc pour le personnage de Vecman à Bill Murray, ce qui explique ce 4e Ghostbuster, Ernie Hudson, qui est le seul qui n'est pas scientifique, n'arrive qu'à la 45e minute, c'est-à-dire que le premier jour du tournage, Ernie Hudson apprend qu'il passe de la page 9 initialement à la page 69, et c'est pour ça qu'il est un petit peu mis de côté. Ça va quand même générer une certaine frustration chez lui, et il est souvent oublié. Ernie Hudson, comme 4e Ghostbuster d'ailleurs. Si on reprend la couverture du premier classique qui fait un dossier sur SOS Fantôme ce mois-ci, le sous-titre c'est Comment Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis sont partis à la chasse au spectre. Il y a également Ernie Hudson, ils sont 4 et pas 3. Voilà, c'est important de le rappeler. Et là où il va y avoir aussi une semi-improvisation, c'est que Bill Murray, lors du tournage, va systématiquement improviser. Ça ne va jamais être la même prise, il va toujours improviser les dialogues. Alors souvent c'est bien, c'est ce qui donne justement ces morceaux de comédie assez authentiques, c'est l'improvisation de Bill Murray, mais ça énerve un peu ses partenaires, et notamment celle qui joue la réceptionniste, Annie Potts, qui va lui crier dessus, concrètement s'énerver en lui disant: est-ce que tu peux pas respecter un petit peu tes dialogues. John Belushi, qui était pressenti pour ce premier SOS Fantôme, il est quand même présent dans le film, puisque ils se sont inspirés de son visage pour créer Bouffe-Tout, ce petit fantôme vert qui, comme son nom l'indique, bouffe tout et bave sur tout ce qu'il touche. Voilà, il remplit de bave notamment le personnage de Bill Murray. Et donc quand le film sort un an plus tard, vaille que vaille, puisque un mois avant sa sortie, les effets spéciaux ne sont toujours pas finalisés, c'est un succès surprise, puisque ce qui devait être une petite comédie devient comme ça un grand succès populaire, et il remporte 10 fois la mise, il remporte à peu près 200 millions de dollars lors de sa première semaine d'exploitation, dépassant même Indiana Jones. Alors ce qui est assez surprenant aussi pour un succès, pour un succès comme ça, c'est que d'habitude, les films fantastiques dans les années 80, ils ont souvent la patte de Steven Spielberg, que ce soit à la réalisation, ou alors à la production. Et puis, une comédie fantastique comme ça, c'est du jamais vu pour l'époque. À l'époque, les films de fantômes sont plutôt des films d'horreur. On peut penser à Poltergeist, sorti 2 ans plus tôt, de Tobe Hooper. On n'a jamais vraiment utilisé le genre, le film de fantôme, comme une comédie. D'autant que, malgré le fait que ce soit une comédie, SOS Fantôme, ça fait quand même un petit peu peur. Je sais que personnellement, j'ai mis du temps à le regarder en entier. SOS Fantôme, je devais avoir que 14 ou 15 ans quand je l'ai vu en entier, parce qu'avant cet âge-là, j'étais terrifié notamment par la scène de possession par Zuul sur Sigourney Weaver quand elle lévite au-dessus de son lit. Donc ça respecte quand même l'aspect un peu horrifique de possession de fantômes que ce genre de film peut avoir. Donc c'est un film un peu hybride comme ça, moitié angoisse, surtout comédie, et surtout la comédie n'arrive que grâce aux personnages des Ghostbusters, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Bill Murray, Ernie Hudson un peu moins, puisqu'il arrive, comme je l'ai dit, un petit peu plus tard, mais tout autour, tout ce qui est invasion de fantômes et tous les personnages secondaires sont eux traités au premier degré. Donc la comédie, elle est vraiment là grâce à ces acteurs du Saturday Night Live, donc qui ont l'habitude de l'improvisation,
qui ont une alchimie entre eux, où ils créent la comédie au fur et à mesure du tournage, mais sinon on est finalement sur un film de chasse aux fantômes assez sérieux. C'est ce qui donne ce résultat assez inattendu, et c'est ce qui crée la surprise donc en 1983. C'est tellement inattendu que lors du marketing, de la publicité du film, il n'y a pas spécialement de produits dérivés qui sont prévus, et le film se vend surtout grâce à sa chanson très catchy de Ray Parker Jr., qui sort donc en même temps et qui en fait est écrite comme une publicité. Quand on dit Who You Gonna Call, ça illustre en fait la publicité que les Ghostbusters font au milieu du film pour dire vous avez des fantômes chez vous, eh bien appelez tel numéro. La chanson vient en fait illustrer ce moment-là. C'est une chanson publicitaire. Ce sera finalement le seul support publicitaire qui fera eh bien de Ghostbusters ce succès populaire. Les produits dérivés, les voitures, les personnages, les goodies, tout ça, ça viendra des mois plus tard, pour Noël qui suit 83, donc le film est déjà sorti quelques mois plus tôt, lorsque ces produits dérivés sortent, et il y aura autres produits dérivés également, un dessin animé qui va s'appeler The Real Ghostbusters, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le titre Ghostbusters, puisque c'est déjà un dessin animé des années 70, ils ont pu heureusement utiliser le titre Ghostbusters puisque la société de production Columbia détenait déjà les droits du dessin animé, donc ils ont autorisé à utiliser Ghostbusters, mais pour créer une nouvelle série d'animation, ils peuvent pas le rappeler Ghostbusters, puisqu'il y a déjà une série d'animation sous ce nom-là. D'où le titre The Real Ghostbusters. Et c'est avec la série animée qu'on va voir naître justement tous ces produits dérivés. Il va y avoir également des comics qui vont écrire la suite des aventures des Ghostbusters, mais pendant des années, après 1983, les auteurs, donc Dan Aykroyd, Harold Ramis et le réalisateur Ivan Reitman, se refusent à faire une suite, considérant eh bien, que le film se suffit à lui-même et ils veulent pas tomber dans la facilité ou dans le commercial. Surtout Bill Murray qui cherche toujours eh bien, à s'acheter comme ça une crédibilité en tant qu'acteur, qui malheureusement continue eh bien, de ne faire que des comédies à son grand désespoir. Finalement, sous la pression de Columbia, on suppose également qu'il y a eu un gros chèque derrière, en 1989, Ghostbusters 2 finit par se faire quand même. Moi personnellement, malgré les critiques, que j'ai lu un peu partout, comme quoi Ghostbusters 2 c'est quand même beaucoup moins bien que Ghostbusters 1, je l'aime bien, ce Ghostbusters 2, il y a des bonnes idées. Déjà il fait moins peur, alors ça peut être un défaut qu'il fasse moins peur, parce que justement l'une des qualités du premier Ghostbusters, c'est que oui il était drôle et en même temps il réussissait à faire peur, mais moi du coup, de mon jeune âge à l'époque, je le trouvais beaucoup plus accessible, donc je le regardais plus facilement. Mais on voit que c'est un film de commande. C'est pour ça d'ailleurs que c'est surtout un film de comédie, on voit qu'il y a eu beaucoup moins d'efforts pour proposer quelque chose d'inédit, notamment visuellement, mais il y a quand même des bonnes idées, et il y a quand même une intention de la part de Dan Aykroyd qui est à prendre en compte, notamment cette rivière de slime qui rend en fait toutes les personnes qui la touchent agressifs, eh bien c'était pour montrer dans les années 80 l'agressivité de New York à l'époque, puisque New York dans les années 80 c'est pas comme New York aujourd'hui, et voilà, ça voulait dénoncer comme ça le New York de l'époque, un New York ben voilà, un petit peu dangereux et un petit peu agressif. Les bonnes idées qu'on retrouve également dans Ghostbusters 2, déjà on retrouve tous les personnages, y compris les seconds rôles qui étaient assez sympathiques, je pense à celui de Rick Moranis, le voisin de Sigourney Weaver. On retrouve aussi Sigourney Weaver, et donc ce voisin Rick Moranis est associé en fait dans une sorte de love story improbable et assez drôle avec Annie Potts, la réceptionniste. Je trouve donc que leur love story est plutôt drôle et bien amenée et assez touchante. Et puis le fait d'avoir voulu responsabiliser le personnage de Vecman, de Bill Murray, je trouve ça plutôt bien aussi, parce que dans le premier Ghostbuster, voilà, il était ce personnage un peu hableur, grande gueule, un peu séducteur raté. D'avoir voulu un petit peu changer le personnage, voilà, c'était pas complètement négatif, ça donnait justement une certaine crédibilité que Bill Murray recherchait. Et puis la manière dont les Ghostbusters au début de SOS Phantom 2 sont vus comme des losers où la célébrité est retombée était aussi assez bien vue. Et puis le méchant, le responsable de la galerie d'art russe est assez drôle aussi. Alors beaucoup plus drôle. Là, la menace du fantôme comparée au premier où Zool et Gozer étaient assez effrayants. Là, on a une menace beaucoup plus portée sur la comédie. C'est peut-être aussi pour ça que il a reçu plus de critiques. Pour autant, il a bien marché. Mais comme il y avait un aspect extrêmement commercial, là pour le coup, eh bien, Ivan Reitman et Dan Aykroyd ont clairement marqué le fait que ce serait le dernier, et puis Bill Murray avait vraiment le sentiment que non seulement il avait fait le tour, mais il voulait plus se rouler comme ça dans la fange du comique pour le comique.
il cherchait vraiment à donner un sens au rôle qu'il allait interpréter, et donc lui clairement il avait marqué une fin de non-recevoir pour donner une suite aux Ghostbusters à l'époque, ou alors s'il y aurait eu suite après 89, ça aurait été sans lui, du moins à l'époque. Il retrouvera quand même Harold Ramis en 1993 pour Un jour sans fin, où Bill Murray est donc eh bien le héros d'Un jour sans fin, et Harold Ramis en est le réalisateur, mais ils se fâcheront sur le tournage pour différents artistiques, et ne se parleront plus jusqu'au décès d'Harold Ramis, donc en 2013, donc pendant près de 20 ans ils vont pas se parler, jusqu'à ce que Harold Ramis tombe malade, et donc là Bill Murray va re-entrer en contact avec lui, et puis voilà, s'excuser, en tout cas ils vont se réconcilier avant le décès d'Harold Ramis en 2013. Le décès d'Harold Ramis en 2013 provoque aussi l'impossibilité, entre guillemets, de donner un troisième volet aux Ghostbusters, en tout cas avec l'intégralité du casting, puisque Dan Aykroyd et Harold Ramis avaient travaillé sur des possibilités de suite, qui ne s'étaient pas fait justement parce que Bill Murray, à chaque fois, eh bien voilà, donnait une fin de non-recevoir, il ne voulait pas retrouver les Ghostbusters. Finalement, Bill Murray, sa crédibilité d'acteur, ses envies de rôle plus sérieux, il finira par les avoir à l'aube des années 2000, notamment avec Sofia Coppola dans Lost in Translation, et puis avec la rencontre de Wes Anderson, où il sera dans la plupart des films de Wes Anderson, donc du début des années 2000 à aujourd'hui, et ça lui apportera justement le crédit d'acteur qu'il cherchait déjà depuis plusieurs décennies. Faute d'Harold Ramis et faute de scénario de la part de Dan Aykroyd qui soit validé par les studios se tournent vers un remake en 2016 réalisé par Paul Feig, un remake de Ghostbusters avec cette fois un casting complètement féminin, avec donc Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones. L'intérêt, le grand point fort en fait de ce Ghostbuster là, c'est que on reprend un peu les recettes qui ont fait le succès du premier, c'est-à-dire qu'on reprend un casting qui est issu du Saturday Night Live, en se disant on va retrouver le même rythme comique, le même sens de la comédie, en prenant finalement un casting qui vient du même terreau comique que l'original Ghostbuster. L'intérêt de prendre Paul Feig également, alors Paul Feig, il est le créateur notamment et réalisateur de la série Freaks and Geeks, réalisée au début des années 2000 avec Judd Apatow, et il a réalisé des comédies qui sont donc Pie, Mes meilleurs amis et Les Fugueuses, à chaque fois avec Melissa McCarthy et également Kristen Wiig, qui sont des comédies assez méta qui à chaque fois justement rendent hommage à un genre. Dans Spy, on est sur une sorte de pastiche du film d'espionnage, dans Les Fugueuses, un pastiche du film d'action, donc c'est quelqu'un qui connaît ses classiques. On se dit donc que s'il reprend Ghostbusters, il va pouvoir rendre hommage à un certain esprit des années 80, puisqu'il a su justement mettre en forme des comédies qui s'avèrent rendre hommage à des genres cinématographiques des années 80 justement. Pour ma part, ça ne l'a pas fait, je n'ai pas ressenti ce que j'avais pu ressentir avec le premier Ghostbusters, et je me suis beaucoup demandé pourquoi, j'ai dû le revoir pour m'expliquer pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. J'ai trouvé deux raisons. Parce que le film n'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire que si on l'isole du fait que c'est un remake de Ghostbusters, ça reste une bonne comédie fantastique. Le casting est très drôle. L'alchimie, par exemple, entre Melissa McCarthy et Kristen Wiig fonctionne très bien. On comprend à travers plusieurs scènes qu'elles ont improvisé entre elles, et c'est assez drôle. Kate McKinnon, son personnage de scientifique complètement farfelu, est souvent très très drôle. Donc les actrices, c'est pas un problème de casting. Le casting est très très bon. Je pense qu'il y a deux choses qui vont pas. La première chose, c'est que qui était extrêmement présent, presque comme personnage dans les deux premiers Ghostbusters, c'était la ville de New York. On la voyait beaucoup, cette ville de New York. Il y avait beaucoup de scènes tournées en extérieur. Et, comme je l'ai dit, le SOS Fantôme 2, c'était notamment pour dénoncer entre guillemets l'agressivité de New York. Donc la ville de New York était très présente. Or, dans ce remake, il y a beaucoup de scènes où l'on voit que c'est tourné en studio, clairement. Il y a très très peu d'extérieur. Donc finalement, même si ça se passe à New York, on voit très peu de... New York, la ville, est très peu mise en avant. Et la deuxième chose, c'est que ça ne fait pas peur du tout. Le réalisateur, Paul Feig, a voulu mettre de la comédie partout, y compris au niveau de la menace. C'est-à-dire que ce qui fonctionnait bien sur le premier Ghostbuster, comme je l'ai dit, c'est que la comédie venait des interprètes. Mais tout autour, c'était tout à fait sérieux. Les fantômes faisaient peur, la menace était vraiment au premier degré, par définition menaçante et effrayante, et tous les seconds rôles autour tenaient leur partition tout à fait au premier degré. Ça n'était pas des personnages comiques.
il n'y avait que Bill Murray, Harold Ramis et Dan Aykroyd qui avaient eux une personnalité qui tendait vers la comédie. Là, tout se veut comique. Les personnages secondaires, y compris le méchant qui est joué par Chris Hemsworth, il peut être drôle, mais tout se veut tellement comique que finalement, on n'a pas ce ressenti de Ghostbusters puisque il manque la peur, il nous manque le côté effrayant qu'on ressentait dans les premiers Ghostbusters. Donc voilà, ça se veut trop comme une grosse comédie qui tâche. Donc c'est ça qui fait que j'ai pas ressenti ce Ghostbuster Spirit, sans vouloir faire de jeu de mots, mais mis à part ça, si on enlève le fait que c'est un remake, c'est une comédie fantastique qui fonctionne. Et j'ai envie de, entre guillemets, la défendre un peu, puisqu'à l'époque de sa sortie, ce remake a été défoncé par les haters, comme on dit, par les réseaux sociaux, par internet, avant même de sortir. Et souvent avec une très mauvaise argumentation, ou réac parce que c'était un casting féminin et pas masculin, voire même raciste. Il y a eu des mots très très durs et complètement racistes et condamnables pour l'actrice Leslie Jones, qui a dû sortir des réseaux sociaux pour éviter de se faire défoncer gratuitement. Donc rien que pour emmerder les racistes, les débiles et les réacs, j'ai envie un peu de défendre ce film, qui n'est pas un mauvais film, mais qui, selon moi, n'est pas un bon Ghostbuster non plus. On en arrive au 4e volet, sorti la semaine dernière, SOS Fantôme, l'héritage. Je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient gardé d'ailleurs ce titre français SOS Fantôme, parce que pour l'époque, dans les années 80, effectivement, la traduction, on avait une traduction pour tous les films anglais, mais comme on a la chanson qui est très catchy, qui reste dans la tête, le terme Ghostbuster, on peut très bien le garder. Mais lorsqu'ils ont fait les films en français, ils les ont toujours traduits avec SOS Fantôme, à tel point que j'avais oublié souvent que c'était SOS Fantôme. Bref, voilà, c'était pour la petite remarque sur la traduction. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc ce SOS Fantôme, donc il raconte l'histoire des petits-enfants de Egon, le personnage d'Harold Ramis. Voilà, j'en dis pas plus. Eh bien, allez voir le film d'abord. Vous pouvez arrêter le podcast maintenant, allez voir le film, et écouter mon avis, parce que c'est difficile de donner son avis sans spoiler. Donc voilà, donc je vous préviens, je vais spoiler, vous pouvez partir. Je mets la musique de fin. C'est bon, ils sont partis. Ok, donc SOS Fantôme, l'héritage, qui raconte donc l'histoire des petits-enfants de Egon qu'on voit donc au début. C'est plutôt bien fait d'ailleurs. Harold Ramis n'est pouvant pas être présent physiquement fatalement puisqu'il est mort en 2013 et donc refait par ordinateur. Il a été beaucoup décrié sur même chose sur internet, ce film, c'est moitié-moitié, où les gens ont beaucoup aimé ou par définition ont pas beaucoup aimé. Donc je vais commencer par les critiques négatives, comme ça je pourrais finir par le positif, ça donnera donc une impression générale de positif. Effectivement, mes interrogations durant le film, déjà il met un petit peu de temps à décoller ce film, le temps que les petits-enfants d'Egon arrivent dans cette petite ville perdue des États-Unis. Il se passe peut-être 30 minutes où il se passe pas grand-chose, on ne voit justement pas un fantôme. Donc ça, c'est dommage. Normalement, Ghostbusters, ça décolle assez vite. Au bout de 10 minutes, t'as déjà de la chasse aux fantômes et ça démarre assez vite. Là, ça prend un petit peu trop son temps. Et puis, l'interrogation également, c'était le fait de choisir d'en faire un teenage movie. C'est-à-dire que là, on a un casting d'adolescents. La petite fille est supposée avoir 12 ans et l'adolescent 15. Donc là, on rend hommage, entre guillemets, à un style de films des années 80, qui sont donc les Goonies, E.T., tous ces films avec des enfants. Déjà, l'hommage des années 80 avec des enfants, depuis Stranger Things, et avant Stranger Things, on avait Super 8 de J.J. Abrams. Ensuite, suite au succès de Stranger Things, on a eu le droit à ça, de Stephen King avec le clown, qui se passait aussi dans les années 80, que le roman se passe dans les années 50, justement pour rendre hommage à toutes ces productions de Steven Spielberg. Donc choisir de faire un SOS Fantôme qui lui aussi rend hommage au teenage movie fantastique de Spielberg des années 80, c'est plutôt curieux si on considère que justement l'une des qualités entre guillemets des SOS Fantôme, c'est de ne pas être une production Spielberg, c'est de se démarquer des productions Spielberg. Donc d'en faire finalement là un hommage au film de Spielberg, c'est pas vraiment ce que voulait faire Jason Reitman, hein. Mais on a comme cette impression là, d'abord parce que c'est des ados, et ensuite parce qu'on nous reprend l'acteur de Stranger Things et de ça. Donc on est obligé, sachant qu'on a ce visage-là, cet acteur-là qui vient de Stranger Things, de penser à Stranger Things, et donc d'avoir immédiatement cette impression de déjà vu, encore un 12e hommage aux années 80, si on considère que Chucky, le remake qui est sorti il y a 2 ans, était aussi un hommage au film des années 80. Donc bref, de ce point de vue-là, ça partait pas forcément très très bien. Il y a aussi un côté très très fan service, parce que c'est la même menace.
On nous reprend Gozer et Zool du tout premier, exactement pareil, donc peut passer pour un manque de créativité. Au final, non. J'en viendrai sur les points positifs, mais la première impression quand on se rend compte que c'est le premier méchant, c'est dire bon, bah déjà ils ont pris le premier méchant, ils ont pas été chercher quelque chose de bien inédit, c'est dommage. Et puis on retrouve les petits marshmallows, alors les petits bonhommes marshmallows, là c'est pas très cohérent, là c'est clairement fanservice, parce que normalement le bonhomme marshmallow dans le premier SOS Fantôme, il arrive, déjà c'est pas un marshmallow, c'est une grande statue qui prend vie, et il arrive parce que il sort entre guillemets de l'esprit de l'Anocroid, donc c'est pas supposé être des marshmallows qui prennent vie. Donc là il y a une espèce d'incohérence par rapport au premier. Donc là clairement ils ont mis les bonhommes marshmallow dans ce film-là parce qu'on se souvient du bonhomme marshmallow quand on pensait à SOS Fantôme et qu'il fallait les placer quelque part. Donc clairement là c'est du fanservice. Et puis la présence trop courte de l'équipe originale des SOS Fantôme qui revient à la fin, mais pour 5 minutes, 7 minutes. On aurait voulu les voir développer un peu plus leur présence que ces 5 dernières minutes. Voilà, ça c'est pour les points un peu négatifs. Pourtant, je suis ressorti du film avec une bonne impression, en ayant passé globalement un bon moment, passé cette petite demi-heure où le film peine à décoller. Après, une fois que c'est parti et que la chasse aux fantômes commence, je me suis pas ennuyé. C'était parti et ça l'a fait. Alors pourquoi ça l'a fait Ça l'a fait d'abord parce que le réalisateur c'est Jason Reitman, fils d'Ivan Reitman. Donc déjà on peut lui donner une certaine légitimité. Il était sur le tournage, il avait 6 ans lorsque le film s'est tourné, il était sur le tournage, il connaît l'esprit des Ghostbusters, il a vu son père travailler sur les autres Ghostbusters, donc c'est pas complètement inconnu. Déjà on peut lui accorder cette légitimité. Ensuite, c'est un film sur la transmission. Les héros, ce sont donc les petits-enfants d'Egon, et lui est le fils d'Ivan Reitman. On a donc là un triple hommage. On a un hommage au film des années 80, un hommage aussi au premier Ghostbuster. On a un hommage à Harold Ramis, puisqu'on en fait ici le héros qui, malgré qu'il soit disparu, est extrêmement présent, en tant que spectre, mais tout à fait présent. Et puis, on a un hommage d'un fils à son père, puisque Jason Reitman est quand même un réalisateur qui s'était, depuis le début de sa carrière, très éloigné des films que peut faire son père. Son père, Ivan Reitman, il a fait surtout des grosses comédies populaires. C'est lui qui a fait le film Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, qui avait fait Un flic à la maternelle, et qui avait fait un film très bien avec Kevin Kline qui s'appelait Président d'un jour, sur un homme qui est le sosie du président qui devient président par intérim. Donc il a fait comme ça des grosses comédies populaires avec des grosses ficelles, bon très efficaces, quand je les avais vues à l'époque j'aimais beaucoup, alors que Jason Reitman lui a surtout été dans le circuit indépendant déjà, et a fait des films plus axés sur ses personnages. C'est le réalisateur de Juno, c'est le réalisateur de In the Air, donc il est plus sur des comédies douces amères, axées sur les personnages, moins sur les situations. Et on retrouve ça dans ce Ghostbuster-là. On est effectivement moins sur les situations, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chasse aux fantômes, on est surtout sur le développement de personnages, sur la question de l'héritage, de la transmission, sur trouver une place dans la société. C'est pas mal vu avec le personnage de Phoebe, la petite fille d'Egon, qui a 12 ans et qui est comme ça une petite nerd qui pense qu'à la science et qui a du mal socialement, voilà, comme ça, à s'intégrer. Elle est très bien interprétée, c'est très touchant. La manière dont le personnage est traité. Donc on est dans un traitement complètement différent, mais c'est plutôt touchant de voir Jason Reitman comme ça s'emparer de l'univers de son père pour le mettre dans son univers à lui. Alors bien sûr, si on sait pas que Jason Reitman est le fils de Ivan Reitman, tout ça on peut ne pas le ressentir. Mais moi, sachant ça, je l'ai ressenti comme ça, comme un film de transmission, comme un film sur la transmission, sur l'héritage, pour une fois la traduction est bien faite. Et puis, l'hommage à Harold Ramis est extrêmement touchant. Il est très très présent et il est très bien refait par ordinateur. Alors, il a l'avantage de n'être qu'un spectre. Du coup, au niveau des contours, c'est peut-être un petit peu plus facile, on n'a pas cet aspect vallée dérangeant. Parce que le fait de faire revivre comme ça des acteurs décédés dans un film, c'est pas nouveau. On l'a vu avec Peter Cushing dans Star Wars Rogue One, et puis Carrie Fisher aussi à la fin. On l'avait vu dans Terminator, je sais plus lesquels, c'était du coup Terminator 5, où ils font revivre, alors Schwarzenegger n'est pas mort, mais où ils recréent Schwarzenegger jeune dans le premier Terminator,
où c'était plutôt bien fait. Donc on sait que maintenant ils sont capables justement d'avoir la possibilité numériquement de recréer comme ça des acteurs. Et là je trouve ça plutôt bien fait. Donc cet aspect nostalgie, cet héritage, cette transmission, ce trait d'union que Jason Reitman a voulu faire entre le film de son père et le sien, ça a très bien marché sur moi. Cet aspect Madeleine de Proust a très bien marché. En plus, je trouve ça plutôt bien d'avoir joué la carte de la nostalgie, puisque de la nostalgie, c'est ce qu'on peut ressentir quand on regarde, eh bien justement, ces films des années 80. Les films des années 80, que ce soit ceux de Spielberg ou justement le premier Ghostbusters, avec ceux lesquels on a grandi, la nostalgie, c'est ce qu'on ressent en voyant ces films. Donc c'est très bien de vouloir rendre hommage à ces films-là en mettant de la nostalgie, puisque justement c'est précisément ce sentiment-là qu'on est supposé ressentir. Donc cet hommage-là de Jason Reitman, je comprends qu'il ait pu ne pas fonctionner, parce qu'on est dans un univers complètement différent du premier Ghostbusters, mais en tout cas sur moi, ça a bien marché, puisque en tant que père, je suis dans cette notion de transmission avec le cinéma, vis-à-vis du cinéma, avec mon fils. Donc, je trouve que transmettre le film Ghostbusters avec lesquels j'ai pu grandir, même si comme je l'ai expliqué, je l'ai vu un peu tard, et bien le transmettre avec ce film hommage-là, c'est plutôt bien vu. Ça crée une trilogie qui a justement, du coup, à travers les 3 épisodes, des tonalités complètement différentes, et qui se finit sur quelque chose d'assez émouvant, où on est quand même très très content de les retrouver, notre équipe, de 4 Ghostbusters, j'insiste quand même sur la présence d'Ernie Hudson, souvent oublié. Par rapport à tous les remakes qui ont pu être faits, qui est plutôt bien, et je finirai là-dessus, eh bien c'est de faire un reboot, entre guillemets, une suite, qui ne ressemble pas au film précédent. Et avec moi, ça va toujours mieux marcher de proposer un film différent que, de vouloir refaire exactement la même chose. T'as beau cuisiner le meilleur plat de la terre, si tu me proposes que ce plat tous les jours, au bout d'un moment, je vais vouloir manger autre chose. Donc là, je suis plutôt content qu'on m'ait fait une proposition sur le thème de Ghostbusters assez différente que celui que je connaissais. Ça évite justement de trop comparer. Eh bien c'est tout, c'était ma petite analyse de Ghostbusters. C'était également le dernier podcast de 2021, même si je vous réserve une petite surprise pour Noël. Merci à tous ceux qui m'écoutent, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Damien parle de film. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait?